Et je vais tout de suite, sans transition, passer la parole à Maëlle Dumoulin, qui est directrice du réseau des bibliothèques de la ville de Dunkerque et qui a conduit un projet vraiment très intéressant de requalification d'un ancien musée des Beaux-Arts, donc patrimoine du XXe siècle, en bibliothèque multi-usage, on va dire, avec un programme relativement hybride. Je vous laisse tout de suite la parole pour nous parler de cette réhabilitation intéressante de Dunkerque. Bonjour, donc comme vous le disiez, je ne suis ni urbaniste ni architecte, mais conservatrice des bibliothèques. Et donc, je parle d'un autre endroit. Je ne vais pas utiliser le même vocabulaire que mon prédécesseur, mais j'espère tout de même être intelligible. Alors, je vais vous parler aujourd'hui du projet de la BIB, qui est un projet qui a été réalisé par l'agence Doun plus Bajar et qui a consisté en un double projet. Le premier, c'était la restructuration d'un bâtiment au centre-ville de 3500 mètres carrés en tout. Il abritait un musée qui était en perte de vitesse et il est devenu une bibliothèque. Le second projet, qui n'est pas un projet architectural mais qui a son importance, vous allez le comprendre, était à la faveur de ce projet de qualifier les services des 22 bibliothèques du réseau communautaire qui s'appelle Les Balises, à travers une labellisation bibliothèque numérique de référence. Donc, c'est à la fois un projet architectural de restructuration, mais aussi un projet de service numérique. Alors, je vais partager avec vous mon écran. Partager. On dirait que je n'ai pas les droits pour partager. Normalement, si. C'est possible pour tout le monde, là. Alors, si je fais ça, vous voyez rien. Ah mince. Non, bah, sinon, j'ai sous la main votre présentation, si vous voulez que je la partage. Ça y est, là, on dirait qu'il s'est passé quelque chose. Est-ce que vous voyez là? Oui, vous pouvez mettre en plein écran. Ok. Voilà. Donc, première image, avant-après, pour vous donner une idée de la qualité et de l'ampleur. Alors, c'est un petit peu plus beau sur la photo de droite, mais ce sont des photos non retouchées, je le précise. Autre image de l'intérieur des équipements. Donc, pour préciser un petit peu mon propos, le budget total de cette opération a représenté 8 360 000 €. Mais je le précise tout de suite, avec moins de 5 millions d'euros de travaux, parce qu'il y avait aussi tout ce projet numérique dont je vous parlais. Nous avons pu être accompagnés par la DRAC et l'État à hauteur de 3 640 000 €, par la région à hauteur de 500 000 €, par le département du Nord à hauteur d'1,5 million d'euros. Le reste à charge a été cofinancé par la ville et la communauté urbaine au titre du projet numérique dont je vous parlais. Quelques dates clés pour le projet. En tout, nous avons bouclé l'opération en 4 ans et 2 mois. En mars 2015, donc, le projet a été lancé de requalification du musée des Beaux-Arts en bibliothèque. En 2016, après seulement, nous avons lancé le projet bibliothèque numérique de référence. Début 2017, nous avons choisi des architectes selon une procédure adaptée de la loi MOP. Et fin 2017, nous avons démarré les travaux pour un bâtiment qui a été livré courant mars et inauguré en mai. Là, vous avez quelques images des façades extérieures. Alors, quelques éléments de contexte d'abord. Donc, cette Bible, c'est la grande bibliothèque du centre-ville. Elle est également la tête de pont du réseau des bibliothèques dont je vous parlais. Elle dessert une population de 200 000 habitants, qui est la population de la communauté urbaine. Elle est gratuite et ouverte à tous, ce qui fait qu'en fait, on a un public plus large. On a notamment un public belge ou un public de touristes qui peut fréquenter cette bibliothèque. Alors, au départ, évidemment, un gros besoin. On avait une bibliothèque au centre-ville qui était vétuste, une bibliothèque qui était trop petite et une bibliothèque qui était totalement inadaptée à l'évolution des besoins des habitants. D'où cette idée de l'installer dans l'ancien musée des Beaux-Arts. Alors, comme vous avez pu le constater, ce musée des Beaux-Arts de style international était entièrement couvert de marbre, mais d'un marbre très sale qu'on voyait sur les premières photos.
Je précise qu'il s'agit pour la ville de Dunkerque du dernier bâtiment de la période de la reconstruction. Il a été achevé et ouvert en 1973. Et à l'origine, il s'agissait d'un bâtiment totalement aveugle, introverti. Sur l'image que vous voyez l'ancienne entrée qui a été transformée en salon de musique. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Et c'était la seule ouverture, alors que là, on voit que d'autres ouvertures ont été révélées et pratiquées. Alors, ce projet n'a pas du tout consisté qu'en un projet de bibliothèque, et c'est peut-être la raison pour laquelle je vous parle maintenant. Il y a eu également beaucoup d'aménagements externes qui ont été réalisés. Donc, les vignettes que vous voyez vous permettront peut-être pas de prendre toute la mesure de ce que nous avons fait, mais nous avons créé un parvis. Il y a un investisseur privé qui s'est positionné, sans doute aussi motivé par le projet de bibliothèque et fait que ça bougeait beaucoup dans ce quartier. On a une résidence senior qui a depuis été construite en face de la bibliothèque sur la friche d'un lycée. On a aussi restructuré et rouvert un jardin public qui était derrière la bibliothèque, qui était totalement méconnu de la population. Et puis, nous avons également modifié la voirie. Je m'arrête un instant sur la deuxième ligne d'image. Vous voyez un grand rectangle rouge. Ce rectangle rouge correspond à une place du XVIIIe siècle qui s'appelait la place Dauphine, qui était totalement détruite au moment de la guerre. Et notre projet est venu révéler, réparer, recouturer une dernière fois le tissu urbain grâce à la création de ces parvis et des bâtis alentours. Donc, on voit tout de suite que c'est certes un projet de bibliothèque, mais c'est aussi un projet plus ambitieux que cela, connecté à l'environnement urbain et qui prenait toute sa place dans une logique de dynamisation de notre centre-ville. Alors, quels ont été les enjeux et les objectifs de ce projet? Bien, en fait, on est parti de petits pour arriver très grands. Ils se sont vraiment enrichis au fur et à mesure de la progression du projet. Le premier objectif, c'était rattraper 30 ans de retard en matière d'offres de lecture publique au centre-ville. Je vous en ai déjà parlé. On avait vraiment besoin d'un équipement structurant pour le réseau, d'une tête de pont de réseau et d'un meilleur niveau de service, même d'un haut niveau de service au centre-ville de la ville-centre. Le deuxième objectif, c'était un objectif de type troisième lieu. On voulait fabriquer une bibliothèque troisième lieu, c'est-à-dire une bibliothèque qui fonctionne comme une sorte de place publique intérieure de la culture et du loisir, qui jouxtait elle-même la place du marché. Le marché est vraiment sur la place rouge que vous voyez à l'image. Fabriquer un troisième lieu, une place publique intérieure, ça nécessitait de fonctionner gratuitement, sans rendez-vous, avec des codes d'usage simplifiés pour le public et surtout de s'adresser à tout le monde. Le troisième objectif était bien entendu de redynamiser le centre-ville en partant du principe qu'une bibliothèque ne prend pas qu'en charge la culture, ni même que les aspects éducatifs ou sociaux. Elle peut être actrice de la dynamique de centre-ville. Donc, l'objectif était pour cette bibliothèque située en périphérie, on va dire, de l'hypercentre de la ville, de permettre d'élargir la perception de la centralité par les habitants, de connecter les micro-quartiers du centre-ville entre eux. Et nous avons travaillé également de sorte à ce que la bibliothèque puisse vivre au rythme de la ville et des déplacements dans le centre-ville. C'est pourquoi, en matière d'horaire, par exemple, on s'est complètement calqué sur les horaires des commerces, on s'est inscrit dans les boucles marchandes du centre-ville. Alors, le projet, je vais vous montrer ça, pardon. Voilà. Là, vous voyez les esquisses du projet et heureusement, la réalité correspond bien à cela. Donc, on avait ce bloc de marbre blanc qu'on a vraiment ouvert de tous les côtés et où on a retourné complètement l'entrée. Donc, ici, vous voyez l'entrée qui est devenue le salon de musique, qui était l'ancienne entrée du musée. Et on a choisi de placer l'entrée au nord, de sorte à ce qu'elle fasse pratiquement face à l'entrée du théâtre de la ville, mais aussi à la résidence senior dont je vous parlais tout à l'heure. La création des ouvertures en façade a vraiment permis un meilleur dialogue du bâtiment avec l'extérieur en créant de nouvelles perspectives
sur la ville et en faisant entrer vraiment la lumière. Alors, si je décris rapidement les espaces intérieurs, on trouve 3 plateaux dans cette bibliothèque. Au rez-de-chaussée, qui comporte 1300 mètres carrés, on trouve un hall, un vrai café, dont vous apercevez ici quelques clients, un vrai café avec de la restauration, de la petite restauration, un espace jeunesse qui est complètement connecté avec le jardin et l'école maternelle avoisinante, un auditorium de 80 places, un espace BD, cinéma, musique, une salle patrimoine que vous apercevez en bas à droite, et la zone des automates de prêt. Au premier étage, à nouveau un plateau de 1300 mètres carrés, où l'on trouve une grande salle de lecture, littérature et documentation, 2 ateliers de 28 places, un numérique, un art plastique, et 4 carrels, qui sont des salles de 4 à 12 places qui peuvent être réservées gratuitement et librement par les usagers, ainsi qu'un petit back-office. Les 2 plateaux sont reliés par un immense gradin que vous apercevez également sur la photo de gauche. Au sous-sol, c'est plus classique. On trouve la sous-station de chauffage urbain, les réserves documentaires et des ateliers de traitement des documents. Alors, comment a-t-on fait? Donc là, vous avez une autre image où on voit le salon de musique en bas à droite qui s'est installé littéralement dans l'ancienne entrée du musée. À gauche, l'espace jeunesse et puis une vue un peu plus précise du café en haut à droite. Comment a-t-on fait? Eh bien, nous avons utilisé une procédure adaptée de la loi MOP. Nous avons choisi non pas de lancer un concours, mais de choisir nos architectes sur dossier. Techniquement, nous le pouvions parce que l'enveloppe des travaux n'excédait pas 5 millions d'euros. Donc, nous avons fait appel à des groupements pilotés par des architectes qui comportaient acousticiens, éclairagistes, etc. Nous en avons choisi 3 parmi 40. Donc, ils ne nous avaient rendu que des dossiers de présentation. Avec ces 3 retenues, nous avons engagé un dialogue concurrentiel de quelques semaines, mais toujours sans esquisse. Puis, nous avons choisi l'agence Dount plus Bajar, à laquelle nous avons seulement livré le programme une fois que l'agence avait été choisie. Puis après, on a enchaîné sur des phases plus classiques, APS, APD, etc. Dans la méthode que nous avons utilisée, nous avons aussi recherché une relation on a construit une relation riche avec l'ABF qui a été vraiment sensible à notre projet de recouture du tissu urbain, de réapparition de cette place dont je vous parlais et qui faisait vraiment de ce projet un projet urbain à part entière. Ça nous a permis d'obtenir beaucoup plus facilement un accord pour des transformations extérieures qui ont été majeures avec ces grandes ouvertures. Nous avons également ouvert ce que nous appelons à Dunkerque une fabrique d'initiatives locales. C'est notre outil de démocratie participative avec des réunions régulières avec les habitants de co-construction. On a aussi fait des voyages avec eux pour leur montrer d'autres bibliothèques. Et de nombreux éléments du projet ont été travaillés avec la population pendant 2 ans. Si certains parmi vous sont intéressés, je peux vous envoyer un article sur le sujet. Et puis, nous avons travaillé avec toujours en suivant extrêmement étroitement le travail des architectes. J'avais été alertée par mes collègues qui ont construit des bibliothèques. Ils m'avaient dit « tu ne manques pas une réunion de chantier ». Et en effet, je n'en ai manqué aucune. Et j'ai été accompagnée de l'architecte de la direction des bâtiments de la ville, qui, elle, était plutôt sur une partie technique, moi plutôt sur une partie respect du programme et service. Donc, on s'est vus plusieurs fois par semaine pendant tout le temps du projet, et on avait un copil mensuel dans un format un peu plus classique. Je voudrais m'arrêter un instant pour vous parler d'une particularité qui a été celle de notre projet. C'est la façon dont nous avons écrit le programme. Personnellement, je me méfiais un petit peu des programmistes spécialistes du 3e lieu parce que pour avoir lu plusieurs programmes de 3e lieu, je trouvais que finalement, ils se ressemblaient un petit peu tous et qu'ils n'étaient pas très ancrés. Alors, quand on m'a demandé d'écrire le programme avec mes équipes, j'ai d'abord pris peur et puis on s'est lancé. Alors, comment a-t-on fait? On l'a fait tous ensemble, surtout, et on a utilisé une méthode originale.
C'était difficile pour nous d'aborder les questions d'espace et de schéma fonctionnel parce qu'on n'est pas architecte. Mais par contre, ce que c'est que la vie d'une bibliothèque du matin jusqu'au soir, ça, on le sait très bien. Donc, on a eu une approche temporelle plutôt que spatiale. On est parti de l'écriture de 6 récits. J'avais donné des scénarios aux équipes qui avaient la plume en leur donnant des dates, des indications sur la météo et puis éventuellement un événement majeur dans la ville ou dans la bibliothèque. Donc les scénarios de base, c'est vraiment 2-3 lignes. Et pendant toute une journée, ces petites équipes ont écrit une histoire sensible de la vie rêvée de cette bibliothèque. Donc, on avait des scènes de vie, on avait vraiment des histoires auxquelles nous référer. Et à partir de ces histoires, nous avons établi une grande liste de courses qui a abouti ensuite à un schéma fonctionnel, qui a permis ensuite de rédiger les fiches techniques, qui a abouti au programme donc livré à l'agence choisie et qui nous a permis, en tout cas qui m'a permis, d'avoir une maîtrise et une connaissance parfaite des attentes, quitte à les faire évoluer, et elles ont évolué, jusqu'à la fin du projet. C'est-à-dire qu'on l'avait vraiment, on avait accouché de ce programme, on le connaissait par cœur, et ça, c'était vraiment fondamental, je trouve, pour bien suivre les choses. Alors, les résultats observés, eh bien, c'est un succès fou, puisqu'on rêvait de 800 visiteurs par jour, et nous avons eu, pendant les 10 mois d'ouverture, donc je vous rappelle, ouverture en mai 2019 et premier confinement donc en mars 2020. Donc on a eu 10 mois de fonctionnement à plein régime où nous avions 1430 visiteurs par jour, donc plus de 600 par jour en plus que ce qu'on avait imaginé, avec parfois même des pics à 2200 visiteurs par jour. Ce qui nous a amené à devoir réguler ces flux de personnes, mais qui a montré de façon vraiment évidente dans la ville qu'une bibliothèque pouvait drainer des flux de public, ralentir ces flux de public, puisqu'on a vu le parking qui était sur la place se remplir bien davantage qu'à l'accoutumée. On a même dû réguler les entrées avec des vigiles qui comptaient les gens à l'entrée parce qu'on était trop nombreux. Ça a posé bien entendu quelques difficultés de coexistence des usages sur lesquels on a travaillé, et puis est arrivé le premier confinement. Alors la question à ce stade que je me pose, mais vous comprendrez que j'ai la réponse, c'est: la bibliothèque répondait-elle à un désir fou de bibliothèque des habitants, ou également au besoin de pouvoir se retrouver au centre-ville, dans une belle place publique intérieure? Ben, évidemment, c'était les deux. Il y a plein de gens qui sont venus à la bibliothèque parce qu'elle était belle, parce qu'on pouvait s'y retrouver, parce qu'on y était bien ensemble. Alors, quelles ont été les clés de réussite de ce projet? Moi, j'en vois 3. La première a été de bien se préparer, avec d'une part un travail acharné de qualification des services avant même que la décision politique soit prise. Nous avions ouvert dans le bar du théâtre en face de la bibliothèque un petit labo qu'on appelait l'Open Bar Bibliothèque. Et ce petit laboratoire nous a vraiment permis d'expérimenter toute forme de nouveaux services, de nouvelles relations à l'usager, etc. et d'acclimater en quelque sorte cette place à la future présence éventuelle d'une bibliothèque. Ce travail, pour l'ensemble du service, a d'ailleurs été récompensé en 2016 par le Grand Prix Livre Hebdo des bibliothèques francophones, qui est un peu notre Oscar national des bibliothèques, et puis qui a permis aussi en 2019 que nous soyons nominés pour le prix AMO de la plus belle métamorphose. On s'est préparé aussi grâce à un accompagnement sans faille des services de l'État, après une visite de l'inspection générale des bibliothèques qui nous a énormément aidés. Ça a été pour nous une clé de réussite parce qu'on savait qu'à partir du moment où voilà, cette inspection s'était bien passée, l'État nous faisait confiance, on savait qu'au niveau des subventions, ça allait grandement faciliter les choses, et puis de l'expertise aussi que l'État a pu nous apporter. Deuxième clé de réussite, ça a été de faire grandir le projet dans un contexte budgétaire tendu. Donc au départ, il n'était question que de faire une bibliothèque, et puis le fait que ce projet ne soit pas seulement culturel, mais vraiment un projet urbain, a facilité une recherche acharnée de subventions avec de jolis montants à la clé que je vous ai présenté en introduction. Troisième clé de réussite, c'était de faire connaître le projet
faire adhérer la population grâce à une dimension participative très importante, mais aussi par une stratégie de com innovante tout au long du projet et à l'ouverture. On a par exemple fait redécouvrir que la bibliothèque était gratuite parce qu'entre deux, le bus était devenu entièrement gratuit à Dunkerque et je suis sûre que vous ne l'ignorez pas. Et donc, les gens ont redécouvert que la bibliothèque était gratuite parce que le bus était gratuit. Et donc, on a surfé sur ce, même si nous étions gratuits depuis 2010, c'est pas grave, on a surfé sur le succès du bus pour montrer aux gens que la bibliothèque permettait de changer la ville. Voilà, je vous remercie et j'écoute vos questions. Merci pour cette explication d'un processus tout à fait passionnant parce que le projet il est absolument formidable parce qu'il raconte l'histoire d'une mutation culturelle en fait, de passer en effet d'un objet culturel à un autre et le défi, on voit bien, il est purement architectural, il est social bien sûr, mais il est architectural, c'est-à-dire que d'ouvrir un monolithe, quand même les architectes qui avaient pensé, alors que la ville avait été bombardée, à refaire un bunker, c'était quand même assez intéressant et c'est significatif. Mais pour le musée, ça marchait très bien. Et là, quand vous l'ouvrez, on voit bien que c'est. Vous ouvrez aussi une boîte. Et quand je parle de processus, moi, j'ai bien noté que vous n'aviez pas demandé aux architectes des scénarios architecturaux, que vous aviez tellement travaillé, vous, sur un programme. Et en ce sens-là, c'est très exemplaire, je trouve, d'une démarche. Là, vos besoins sont très définis. Souvent, dans les projets, ou dans les programmes, ben justement, il n'y a pas assez de programmes, voire pas. Vous voyez. Et là, vous avez bien expliqué comment les scénarios là, venaient de la population. Et donc, on voit bien que c'est très raccord, très juste. Tout est juste dans cette affaire. Donc, c'est vrai que moi je ne vois pas d'autres questions, si ce n'est de dire que Dunkerque, il est dans une dynamique entre le FRAC de la Caton-Vassal et ça. Vous avez deux objets culturels très ouverts sur la ville. Et ça, c'est assez significatif que comment, dans une ville, à partir du patrimoine existant, eh bien, on peut ouvrir. Parce que la Caton-Vassal et cette Bible, en fait, résonnent très, très bien sur la… On part d'un existant, on ne le démolit pas, et on ouvre. Donc, c'est très symbolique et autres. Donc, moi, je n'aurais pas de questions, c'était plus des compliments sur la démarche. Merci beaucoup. Il y a une phrase qu'on aime prononcer à Dunkerque, c'est qu'on a cessé de raser gratis. En fait, après la période de reconstruction, notre ville a été, on peut dire, mal aimée par ses habitants et on a cessé de détruire la reconstruction. Et aujourd'hui, il y a toute une démarche de valorisation du patrimoine de la reconstruction. On a d'ailleurs des choses extrêmement intéressantes à faire valoir, et notamment un plan de ravalement obligatoire des façades au centre-ville qui s'étend depuis plusieurs années maintenant et qui révèle peu à peu la beauté de ces façades de villes reconstruites. Et oui, on a vraiment changé d'optique. Merci beaucoup, Alain. Je vois que votre présentation a tellement époustouflé qu'il y a effectivement assez peu de questions également dans la boîte de discussion, si ce n'est des demandes de précision pour obtenir les documents dont vous parliez sur le processus de concertation et de participation. Donc, si vous pouvez nous les transmettre, on en fera disposer à tout le monde. On pourra les mettre éventuellement en ligne ou les faire parvenir aux personnes intéressées. Oui, j'ai prévu de vous transmettre deux choses. Donc, le processus participatif, comment on l'a géré et comment ça s'est déroulé. Et également un article qui précise comment l'Open Bar Bibliothèque dont je vous parlais est né et à quoi elle a servi. Et cette démarche expérimentale, cette recherche de souplesse dans les projets qu'on met en œuvre, c'est quelque chose que je souhaite voir développer encore plus au cours des années suivantes parce que ça nous a toujours servi. En fait, on était plus agile avant d'avoir ce grand équipement puisqu'on ne l'avait pas. Donc, on avait des petits bateaux qui bougeaient assez vite. Maintenant, il nous faut retrouver et conforter cette démarche expérimentale qui a permis d'avoir du succès parce elle collait au plus près des besoins des habitants. Alors moi, j'ai eu la chance de visiter cette bibliothèque avant la période du confinement et effectivement, c'est quasiment l'espace public qui se prolonge dans ce grand auditorium avec ces marches en moquette, très confortables, très accueillantes, très douces aussi, avec cette espèce de douceur des courbes qui ont été dessinées à l'intérieur d'un bâtiment qui lui-même est quand même assez brut dans sa forme architecturale.
c'est vraiment la poursuite de l'espace public extérieur qui rentre dans le bâtiment. Donc, c'est une très belle réussite. J'ai le souvenir aussi d'y avoir vu beaucoup de jeunes et c'était, selon les élus avec lesquels j'avais fait la visite, une réussite puisque c'était un bâtiment qui n'était pas du tout pratiqué par la jeunesse et un quartier qui était aussi un peu déserté. Ils m'ont dit c'est parce qu'il y a du Wi-Fi gratuit, mais tout est gratuit finalement dans ce bâtiment. Et le fait de pouvoir se connecter, venir avec son ordinateur portable, travailler en fin de journée, ça semble être aussi un levier finalement d'attractivité qui après leur permet d'accéder à des dispositifs culturels, à des ressources finalement qu'ils ne seraient pas forcément venus chercher d'eux-mêmes. Donc il semblerait que ce soit un plébiscite aussi pour cette jeune génération qui s'est trouvée un nouveau lieu. Oui, c'est ça. Et pour l'ensemble des habitants, on vit quand même dans une ville où la météo n'est pas toujours hyper favorable, où il y a beaucoup de vent. Et en fait, c'était vraiment de proposer un abri au centre-ville qui n'existait pas et qui soit connecté avec l'environnement extérieur, avec de larges ouvertures et notamment une vue magnifique sur ce jardin. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup, beaucoup plu à la population de pouvoir venir dans la bibliothèque, se retrouver, vivre ensemble, etc. Alors aujourd'hui, on est un peu embêté parce que la crise sanitaire met complètement à plat un projet qui est tout entier tourné vers les rapprochements et j'oserais même dire une forme de sensualité aussi dans la bibliothèque. Je ne sais pas si vous avez pu le ressentir. Mais on espère que tout ça prendra fin un jour et qu'on pourra vraiment réinviter les gens à se rassembler et se retrouver. Merci beaucoup, Madame Dumoulin. C'est pour nous une première aussi de faire intervenir un utilisateur à la fois très déterminé et très moteur pour décrire un bâtiment et sa conception. C'est original et c'est très intéressant. En plus, vous avez été vraiment la cheville ouvrière du projet. Merci encore de cette présentation. Merci à vous.